Imaginez un peu, Boston, 1919. La Première Guerre mondiale vient de se terminer. Les Red Sox s'apprêtent à échanger un jeune frappeur prometteur du nom de Babe Ruth. Et le 18e amendement est sur le point de rendre la consommation de boissons alcoolisées très compliquée. C'est dans ce climat d'incertitude et de changement que Boston doit faire face à une nouvelle menace totalement inattendue. Un tsunami de mélasse. Oui, vous avez bien lu. La mélasse, ce sous-produit visqueux et sucré du raffinage de la canne à sucre, est sur le point d'entrer dans l'histoire et de faire un gâchis colossal au cœur de Boston. C'était une bombe à retardement de douceur et de destruction collante. Parlons un peu de ce réservoir, voulez-vous? Ce mastodonte appartenant à la United States Industrial Alcohol Company, USIA, était un monstre d'acier de plus de 15 mètres de haut. Le réservoir n'était, pour dire les choses poliment, pas construit selon les normes. Il avait des antécédents de fuite, gémissant et tremblant souvent sous le poids de son contenu. Les habitants du quartier étaient habitués au bruit de ce réservoir si particulier. Certains prétendaient même pouvoir dire quand le réservoir était sur le point de fuir, car l'air sentait alors extrêmement bon le sucre. Mais le 15 janvier 1919, les craquements et les gémissements habituels se sont transformés en quelque chose de bien plus sinistre. Vers 12h40, dans un rugissement assourdissant, le réservoir a cédé, déversant une vague de mélasse sur la ville sans méfiance. Je sais ce que vous vous dites, 56 km/h, ce n'est pas vraiment de quoi faire des cauchemars. Mais là, mes amis, il s'agissait d'un raz-de-marée de mélasse, épais, collant et implacable dans son avancée. La vague, un mur imposant de substances visqueuses et brunes, s'est abattue sur tout ce qui se trouvait sur son passage avec la force d'un train de marchandises. Des bâtiments ont été arrachés de leurs fondations. Une ligne de train aérien voisine a été déformée et tordue. Des chevaux, pris au piège dans le bourbier collant, ont été soulevés de terre et emportés. 21 personnes ont perdu la vie ce jour-là, certaines noyées dans la vague elle-même, d'autres écrasées par des débris ou asphyxiées par le poids de la mélasse. Plus de 150 autres ont été blessés, souffrant pour la plupart de fractures, de lacérations et de brûlures dues au frottement du fluide visqueux. Les suites immédiates de la grande inondation de mélasse, comme on l'a appelée, ont été pour le moins chaotiques. Les secouristes ont eu du mal à se frayer un chemin dans la mélasse qui leur arrivait aux genoux, l'air étant saturé par l'odeur de la mélasse et les cris des blessés. Les chevaux, recouverts de la tête aux pieds de cette substance gluante, ont dû être euthanasiés, leurs sabots étant irrémédiablement englués dans la boue. Les efforts de nettoyage ont été titanesques. Plus d'une centaine d'ouvriers, armés de pelles, de tuyaux et d'une détermination sans faille, ont débarqué dans le North End, luttant contre cette viscosité implacable. Les pompiers ont eu recours à l'eau salée du port de Boston pour tenter de dissoudre la mélasse, mais même l'océan semblait impuissant face à cette texture collante. Le nettoyage a pris des semaines, et l'odeur, l'odeur, a persisté pendant des mois. On dit que le port de Boston est resté brun de mélasse pendant des semaines après l'inondation. La grande inondation de mélasse, bien que indéniablement tragique, a également eu son lot de conséquences étranges et durables. Pendant des années, les habitants du North End de Boston ont affirmé que, lors des chaudes journées d'été, le quartier conservait une légère odeur fantôme de mélasse. Les histoires abondent sur les conséquences étranges et collantes de l'événement. Certains se souviennent d'enfants laissant des traces de mélasse dans leur maison pendant des semaines après l'inondation, peu importe à quel point ils essuyaient leurs chaussures. D'autres parlent de chiens dont la fourrure était imprégnée des restes de la marée collante, devenant ainsi des distributeurs ambulants de mélasse. Il existe même des récits de Bostoniens opportunistes, ramassant des seaux de mélasse déversés, convaincus de pouvoir récupérer une partie de ce précieux liquide sucré. La grande inondation de mélasse, bien que tragique pour les personnes directement touchées, est devenue l'une de ces notes de bas de page historiques à cheval entre la tragédie et l'absurdité. C'est un rappel que même dans les circonstances les plus inattendues, la vie,
un peu comme une vague de mélasse errante, peut-être désordonnée, imprévisible et, à l'occasion, un peu collante. Au lendemain de l'inondation, des procès ont été intentés, des blâmes ont été attribués, alerte spoiler, c'était le réservoir, et les codes du bâtiment ont été hâtivement réécrits. L'USIA, après avoir réglé des procès à hauteur de millions de dollars, a discrètement décidé que le commerce de la mélasse n'était peut-être pas fait pour elle. Aujourd'hui, une plaque commémorative se dresse sur le site du réservoir de mélasse maudit, rappelant solennellement le jour où Boston a goûté à sa propre médecine, ou plutôt à son propre édulcorant. Et si la grande inondation de mélasse est vouée à s'estomper dans les annales de l'histoire, elle n'en demeure pas moins un récit édifiant, un témoignage collant de l'importance d'une ingénierie solide, d'une planification urbaine responsable et peut-être plus important encore, de la nécessité d'un très bon détachant.